Bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis Nathalie et je partage ici des conseils et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. Je tiens à remercier les tout premiers abonnés de cette chaîne. Merci de vous joindre à moi et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à votre tour. Dans le monde des minimalistes, il y a plusieurs règles qui circulent et qui sont à prendre ou à laisser. Je crois personnellement que l'important, c'est de se fixer ses propres règles et de voir ce qui nous convient le mieux. Surtout, d'éviter la rigidité en essayant de se conformer à une règle à tout prix. Alors, vous ne me verrez pas ici prôner des règles très extrêmes et très restrictives. Je pense que c'est très nocif de s'enfermer dans des carcans et dans une volonté d'être parfait. Il faut se rappeler qu'on fait de son mieux, qu'on s'adapte, mais pas dans l'idée d'être parfait. C'est vrai qu'il y a certains principes qui m'ont énormément aidé et qui continuent de le faire dans ma démarche minimaliste. Je les vois plutôt comme des guides que des règles et 7 en particulier ont vraiment transformé ma vie. Peut-être qu'ils vont aussi transformer la vôtre. En numéro 1, la règle du 20-80. La première règle n'est pas une règle spécifique au minimalisme, mais elle peut être appliquée au minimalisme dans divers aspects de la vie. Connue sous le nom de la loi de Pareto, c'est la règle du 20-80. Ce principe nous dit que généralement, 20% de nos efforts produisent 80% des résultats ou que 20% des causes produisent 80% des effets. La règle du 20-80 peut facilement être appliquée à nos possessions matérielles. On utilise régulièrement 20% de nos biens matériels 80% du temps. Cela fait donc 80% de nos possessions qu'on n'utilise presque jamais et on pourrait se débarrasser d'elles afin de se simplifier la vie et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. La règle du 20-80 peut aussi être appliquée à notre gestion du temps. On constate que 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. En identifiant quelles sont nos activités essentielles, on peut ainsi consacrer plus de temps à celles-ci et moins de temps aux autres. Cela vaut aussi pour nos relations, nos tâches ménagères. L'idée est de se concentrer sur l'essentiel et d'éliminer le superflu. La règle du 20-80 permet de prendre du recul sur la façon dont on dépense son temps, son énergie et ses ressources pour mettre en avant ce qui a le plus de valeur pour nous. En numéro 2, la règle du 1 entrant, 1 sortant. La deuxième règle est celle du 1 entrant, 1 sortant. Elle implique que chaque fois qu'on fait entrer un nouvel objet dans sa vie, on s'engage à en retirer un autre. J'aime beaucoup cette règle, mais je crois qu'elle est à prendre avec des pincettes parce qu'elle peut nous entraîner dans un cycle de consommation sans fin. On achète quelque chose de nouveau pour remplacer quelque chose d'ancien et ainsi de suite. Mais si on s'inspire de cette règle pour maintenir un équilibre entre ce que l'on possède et ce que l'on accumule, cela peut être bénéfique. Cette règle nous responsabilise dans nos achats et nous encourage à réfléchir si le nouvel objet que l'on souhaite acquérir vaut la peine d'en sacrifier un existant. Cette règle peut s'appliquer à tout, livres, vêtements, mobilier, et permet vraiment d'éviter l'accumulation inutile d'objets. En numéro 3, la règle de la visibilité d'achat. Une autre de mes règles préférées du minimalisme, c'est la règle de la visibilité d'achat.
Elle questionne notre motivation à nous procurer un objet si on ne peut pas le montrer aux autres. C'est une façon efficace de remettre en question les achats qui sont motivés par un désir de paraître ou d'impressionner, les achats dits ostentatoires. Ce sont des achats que l'on effectue souvent pour montrer une certaine image de soi. Ils sont souvent liés à des biens de luxe ou des marques de créateurs. La règle de la visibilité d'achat encourage à réfléchir plus profondément sur la motivation derrière ces achats et à se demander si l'achat est vraiment en accord avec nos valeurs personnelles et nos besoins réels ou s'il est principalement destiné à satisfaire une image publique. En appliquant cette règle, on peut réduire la pression sociale qui vise à acheter des biens matériels pour impressionner les autres et se concentrer plutôt sur ce qui est authentique et significatif pour nous. En numéro 4, la règle de l'essentialité évidente. Cette règle consiste à évaluer la nécessité réelle d'un objet en se demandant si on rachetait exactement le même si on le perdait soudainement. La règle de l'essentialité évidente, comme j'aime l'appeler, vise à nous aider à évaluer la véritable nécessité et la valeur des biens que l'on possède. Cette règle encourage à considérer ce qui est vraiment essentiel dans notre vie en posant une question simple mais puissante. Avant de conserver un bien que l'on possède, on se pose donc cette question. Si, comme par magie, cet objet venait à disparaître soudainement, est-ce que j'éprouverais le désir et l'envie de racheter exactement le même? Si la réponse est non, cela suggère que l'objet en question n'a pas une grande utilité ou une grande importance dans notre vie. Cette règle permet d'identifier les possessions qui sont vraiment essentielles pour notre vie quotidienne, notre bien-être et notre bonheur. Les biens que l'on rachèterait en cas de perte sont généralement ceux qui ont une grande valeur pratique, émotionnelle ou fonctionnelle. En utilisant cette règle comme guide, on peut éliminer progressivement les objets dont on n'éprouverait pas le besoin de racheter. Du coup, on peut se concentrer sur les objets qui ont une signification réelle et un impact positif dans notre vie au lieu de nous encombrer de biens inutiles. C'est une manière de vivre plus intentionnelle qui simplifie notre espace de vie et réduit le stress lié à la gestion d'un trop grand nombre de biens. En numéro 5, la règle de l'année sans utilisation. Une autre de mes règles préférées du minimalisme est celle de l'année sans utilisation. Cette règle repose sur l'idée que si un objet est resté inutilisé pendant une longue période et que l'on n'a pas de plan concret pour le réutiliser à court terme, il est probablement superflu dans notre vie. En nous débarrassant de ces objets inutilisés, on simplifie notre espace, on réduit le désordre et on se concentre sur ce qui est vraiment important. On peut appliquer cette règle en faisant une évaluation régulière. On passe en revue nos possessions en identifiant les objets que l'on n'a pas utilisés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Pour chaque objet inutilisé, on réfléchit à la possibilité de l'utiliser à l'avenir. Et si on ne prévoit pas les réutiliser dans l'année à venir, c'est le signe qu'il est peut-être temps de s'en débarrasser. En appliquant la règle de l'année sans utilisation, on libère de l'espace mental et physique pour les choses qui comptent vraiment pour nous. C'est une règle à pratiquer régulièrement puisque nos besoins et nos intérêts peuvent changer. On peut faire bien sûr des exceptions, comme avec les objets à valeur sentimentale ou les objets saisonniers qui conservent leur importance dans notre vie au-delà d'une période de temps. En numéro 6, la règle de la boîte des objets incertains. Il y a plusieurs objets dans sa vie dont on questionne l'utilité ou la nécessité, mais le doute demeure et on hésite à s'en départir. La règle de la boîte des objets incertains est utile pour tester la pertinence de ces objets sans se précipiter pour s'en débarrasser.
On commence par identifier les objets incertains, ceux qui nous semblent inutiles, superflus ou dont on doute de la nécessité. Ça peut être des vêtements, des gadgets, des objets décoratifs. On les rassemble ensuite dans une boîte dédiée, puis on se fixe une période d'attente. Ça peut être 1 mois, 6 mois, 1 an. À la fin de cette période d'attente, si on a réussi à se passer de ces objets et qu'on ne compte pas les réutiliser dans le futur, c'est le signe qu'on peut s'en débarrasser. Alors on peut les vendre, les donner, les recycler ou les jeter de manière responsable. Ce que j'aime de cette règle, c'est qu'elle permet d'adopter une approche plus prudente du désencombrement en évitant de se précipiter pour se débarrasser d'objets dont on n'est pas sûr. Elle nous donne le temps de réfléchir à l'utilité réelle de ces objets dans notre vie quotidienne et nous libère progressivement de ce qui est superflu. C'est également une bonne manière de réduire la culpabilité que l'on peut ressentir lorsqu'on se sépare d'objets. Elle peut particulièrement être utile pour ceux et celles qui hésitent à se départir d'un objet en ayant peur de le regretter plus tard. En numéro 7, la règle des objets oubliés. Combien de fois tombe-t-on par hasard sur un objet oublié dans le fond d'un tiroir ou d'un placard? Si on avait oublié l'existence de ces objets, ça veut dire qu'ils n'avaient aucun impact ou aucune utilité dans notre vie quotidienne et qu'on peut donc s'en débarrasser. Quand on tombe par hasard sur un objet oublié, il faut le prendre comme un signe que l'on peut s'en passer et donc une opportunité de désencombrer son espace et de réduire le désordre. L'oubli d'un objet que l'on possède peut aussi être un rappel de l'effet de la surconsommation. C'est très facile d'accumuler des biens matériels dont on n'a pas réellement besoin. Avant d'acquérir un nouvel objet, on se pose donc la question si on peut en trouver vraiment une utilité dans notre vie quotidienne parce qu'on ne veut pas qu'il finisse lui aussi oublié au fond d'un tiroir ou d'un placard. Dites-moi en commentaire s'il y a certaines règles que vous préférez et s'il y en a déjà que vous appliquez au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!